Bonjour à toutes, je pense. Je ne vois pas de monsieur dans la salle. Bienvenue. Donc moi, je m'appelle Marion Brousse et on va parler ce matin essayer de passer 20-25 minutes sur le sujet du syndrome de l'imposteur. C'est un sujet dont on entend souvent parler quand on est dans les thématiques d'empowerment au féminin, etc. Et moi, l'idée ce matin, c'était que je vous en parle un peu en tout cas avec le filtre de ma spécialité qui est la psychologie positive. Et, du coup, on va voir un peu ce que c'est le syndrome de l'imposteur et je vais vous partager aussi des tips ou des outils pour se dire c'est bien beau de faire le constat que potentiellement vous êtes dedans sur certains sujets, mais comment je peux faire en sorte de dépasser ça ou en tout cas que ça ne me freine pas et que ça me permette de continuer d'avancer. Juste avant, je me présente rapidement. Donc Marion, je vous disais, c'est les lumières. Donc j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, j'habite pas loin de Lille et je les élève en garde alternée maintenant depuis à peu près 2 ans. J'ai eu aussi, et peut-être comme certaines d'entre vous, j'imagine, dans la salle, un parcours de reconversion, c'est-à-dire qu'à la base j'étais dans le marketing, j'ai bossé 10 ans en agence de com. Et après, j'ai arrêté, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait un peu une pause parentale, on va dire. Il y a eu les enfants, j'ai eu pas mal voyagé, voilà, c'était chouette. Et finalement, il y a à peu près 7 ans, très concomitant avec la naissance de ma fille, j'avais eu 2 garçons avant, il s'est passé un peu de choses. Ma vie a basculé à la fois, je me suis intéressée au développement personnel et à la réalisation de soi, de développer son potentiel, et aussi l'empowerment au féminin. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'ai à la fois, moi, été coachée en psychopositive et ça m'a vraiment permis de me remettre sur d'autres rails et En fait, je ne connaissais pas du tout le dev perso, donc ça m'a fait découvrir tout un système, me faire me connaître moi-même et me dire, OK, vas-y, je me suis mis en marche vers mes envies, mes rêves et mes projets. Et puis en parallèle, j'ai lancé avec des amis le Curiosity Club de Lille. En tout cas, c'est 5 copines que j'avais connues dans ma vie d'avant. Et on a eu envie de refaire un projet ensemble. Et donc, on a monté l'antenne lilloise du Curiosity Club. Bon, ça, j'ai une conf à 14h30 sur c'est quoi le Curiosity Club, donc je ne vais pas vous le pitcher maintenant. Mais ça a un lien dans le sens où c'est une asso où on organise des talks inspirants par des femmes pour des femmes. Pour info, il y a plein de chaises là-bas, si vous voulez. Et donc, du coup, ça a fait qu'il y a 7 ans, j'ai basculé dans toutes ces histoires de femmes, de sororité, d'avoir plein de témoignages où je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, et moi j'ai mon expérience perso aussi, que ce sujet de manque de confiance en soi, de syndrome de l'imposteur, ça revient en permanence en fait. Et donc il y a un vrai sujet. Et puis là, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu finalement ce qui était un peu du side project, comme on dit, du bénévolat et tout pour moi. Ça s'est transformé en une aventure professionnelle, puisque la boîte avec qui j'avais fait moi mon coaching m'a proposé de lancer un programme d'accompagnement pour les femmes en psychopositive. Donc c'était un peu le rêve devient réalité. Et donc j'ai basculé dans cette nouvelle vie professionnelle. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai animé tout un programme. Et puis là, depuis 6 mois, je me suis lancée uniquement à mon compte. Et donc j'ai lancé un parcours qui est un mix entre du coaching et un peu du mentoring, que j'ai appelé Envie, non je ne l'ai pas écrit, avec cette idée de redéfinir une vie qui vous donne envie. Et du coup j'accompagne uniquement les femmes, vous l'aurez compris je pense, à la fois faire un travail de je me connais mieux, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes moteurs, etc. C'est quoi mes freins aussi, il y en a souvent pas mal. Et où est-ce que j'ai envie d'aller et comment je fais le pont entre les deux et je passe à l'action, parce que c'est l'action qui fait qu'à un moment donné il y a du changement, petit à petit, avec qui je suis et comment je peux faire pour avancer en prenant en compte qui je suis et en essayant que les freins ils soient le moins limitants possible. Voilà un peu ma nouvelle vie et comment j'avance aujourd'hui. Donc je baigne dans les histoires de femmes depuis assez longtemps et j'ai aussi des engagements bénévoles en ce sens. Et ce sujet, il revient en permanence. Du coup, c'est là-dessus qu'on va parler et je voulais vous partager quelques tips. Avant, j'avais envie de vous demander combien d'entre vous sont déjà sentis dans ce sentiment d'imposture dans la vie pro. Et levez la main. Très bien. Bref, ça fait le lien avec ce que je dis après. Les chiffres, 70% des personnes à un moment de leur vie
ont ressenti ça c'est mixte, hein, mais il y a une vraie prévalence chez les femmes. On n'est pas sur quelque chose de genré, c'est pas que les femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, mais c'est quand même surreprésenté chez les femmes, c'est ça l'idée. D'où ça vient ce fameux syndrome ou phénomène de l'imposteur? C'est pas un problème psychologique ou c'est pas une maladie, hein, on parle d'un syndrome ou d'un phénomène parce que ça se répète souvent, c'est constaté de manière redondante et très fréquent chez les femmes. Et ça a été mis en exergue par 2 psychologues américaines dans les années 80 qui justement elles se sont rendues compte que dans leur patientèle, elles avaient beaucoup de femmes qui réussissaient, c'est-à-dire vraiment dans la vie, elles avaient des super carrières, elles allaient à bout de plein de projets, mais elles les voyaient bien en clientèle, elles se remettaient sans cesse en doute, elles ne croyaient pas en elles n'avaient pas confiance. Et donc elles se sont dit, il y a un truc à un moment donné, elles se sont rencontrées, ces 2 psychologues, elles ont mené des études et c'est là qu'est sorti ce fameux nom du syndrome de l'imposteur. Et donc c'est vraiment cette idée il y a un sentiment subjectif d'incompétence ou de ne pas être à la hauteur, donc c'est moi qui le pense, c'est subjectif, malgré des performances et une réussite adéquate, et là qui sont objectifs. Objectivement, ça se passe bien en fait. C'est très corrélé aussi avec le fait que j'attribue mes succès et mes réussites à la chance. C'est-à-dire que tout ce que j'arrive à faire, c'est de la chance. J'ai eu de la chance, c'est grâce aux autres, et on n'intériorise pas ses succès. Par contre, on intériorise ses échecs. Donc, dès que ça se passe mal, c'est de sa faute, et c'est pas la faute des autres. Donc, c'est les deux choses. Et il y a aussi cette crainte qui est un peu tout le temps là de se dire, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis une impostrice. Et donc, on est toujours cette petite voix qui dit, ils vont se rendre compte que je suis pas à la bonne place, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés et que je devrais pas être là. Et ça boucle un peu en permanence. C'est ça qui fait qu'on parle du syndrome de l'imposteur et pas juste d'un manque de confiance en soi. Mais c'est très corrélé. 75% des femmes déclarent avoir ressenti ce symptôme, d'autant plus dans des environnements hyper compétitifs où il y a une forme de pression, où ça exergue un peu ce sentiment de « je ne suis pas à la hauteur, ils vont se rendre compte que je ne suis pas la bonne personne pour faire ça ». Les conséquences, on va brièvement et après on aura les solutions. Clairement, ça crée un manque de confiance, je pense que je ne vous apprends rien, mais ça crée surtout beaucoup de perfectionnisme. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, du coup, il est contrebalancé par l'idée de je vais travailler plus, je vais border le truc à mort, je vais relire, refaire et je vais y passer beaucoup de temps. De fonctionner comme ça, forcément, ça nécessite à la fois une surcharge de travail, parce qu'on travaille, on y passe plus de temps et donc c'est fatigant. Ça génère aussi beaucoup d'anxiété, cette voix qui dit que de toute façon ce ne sera pas à la hauteur, ce ne sera pas assez bien, cette forme de pression qui tourne dans la tête. Et surcharge de travail, fatigue, anxiété, en général on peut souvent y corréler des petits troubles de sommeil. Tout ça, c'est des facteurs bien évidemment aggravants pour aller au burn-out. En tout cas, c'est ce qui épuise aussi le système parce que ça fatigue et parce qu'on boucle sur le sujet et qu'on n'a pas confiance. Ce dont on parle moins aussi et qui a une conséquence aussi de ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est que ça impacte votre visibilité. Et ça c'est un sujet corrélé au fait de l'ascension professionnelle ou la promotion professionnelle. Les chiffres, je ne sais pas si vous voyez, tout le monde ne voit peut-être pas, mais le tableau là dit que l'ascension professionnelle, c'est 10% lié au travail bien fait, ce qu'on peut appeler la méritocratie. Et le problème chez beaucoup de nanas, c'est qu'on est très dans le syndrome de la bonne élève, c'est très lié d'ailleurs en général au syndrome de l'imposteur. Et du coup, on pense que juste bien faire son travail, ça suffira à faire qu'on va nous remarquer, qu'on va nous faire évoluer. En fait, c'est 10%. Donc, il faut arrêter de bien travailler. Non, c'est bien, c'est la base, mais en fait, c'est pas suffisant. L'image, c'est 30%. L'image, c'est ce qu'on dégage, ce qu'on renvoie, la posture, etc. Et la visibilité, le faire savoir, en fait, c'est 60%. Et c'est vrai que quand on est dans passer beaucoup de temps à travailler, à relire, à refaire, on passe moins de temps à réseauter, à faire savoir, à parler de ce qu'on sait faire, etc. Et ça a un impact sur la partie ascension professionnelle. 60% des femmes qui estiment que ça va les empêcher parfois même de demander des promotions ou demander des augmentations, parce qu'on est toujours dans cette croyance. Comment on peut bosser là-dessus? C'est ça que je voulais vous parler surtout. Un terme que peut-être que vous découvrez, développer son sentiment d'auto-efficacité. En fait, développer son sentiment d'auto-efficacité, c'est bosser sur la confiance en soi. L'idée, c'est de se dire, quand on est dans ce syndrome de l'imposteur, on a un peu 3 sujets. On a le sujet de se dire, je ne suis pas à la hauteur, j'y arrive pas, j'ai pas confiance. Tout ce qui m'arrive de bien, c'est grâce aux autres, et tout ce qui m'arrive de mal, c'est à cause de moi. Donc, je vais vous traiter les 3. Là, c'est l'idée de la confiance. Développer son sentiment d'auto-efficacité, c'est cette idée de je peux changer les choses autour de moi, je peux agir sur mon environnement. C'est un mindset à développer en fait. C'est cette croyance de se dire je suis agentive, je suis un agent actif de ma propre vie, ou je suis entrepreneuse de ma vie. Et donc les actions que je mène, ce que je fais, ça a un impact sur mon environnement. Et donc c'est une posture de se dire je peux choisir d'agir différemment, de faire différemment les choses. Ça changera, il y aura des résultats différents. Ou j'ai une posture de je subis en fait ce qui arrive.
c'est la faute des autres, c'est jamais de ma faute, je peux rien changer, et donc je bouge pas et je change pas parce que je pense que je n'ai pas le pouvoir de faire évoluer les choses et je reste un peu coincée dans ma bulle. Et donc c'est avant tout un état d'esprit, parce que ce qu'il faut comprendre en général dans ces systèmes de manque de confiance, c'est du coup, comme on n'a pas confiance, on agit soit pas du tout, on fait pas en fait, on a peur, du coup on va pas passer ce coup de téléphone, on va pas rencontrer cette personne, soit on agit, mais on agit un peu petit, parce que du coup comme on sait pas trop, c'est un peu hésitant et le truc il est un peu bancal. Et donc ce qu'on veut, c'est essayer de changer la manière d'agir, et si on veut changer notre manière d'agir, souvent il faut essayer de se dire je vais changer ma manière de penser. C'est la manière dont je vais penser, dont je vais être convaincue ou pas de ce que je suis, va faire que je vais agir différemment. Et c'est là que j'ai envie de vous amener, c'est de vous dire, il faut essayer de changer son mindset et sa façon de voir les choses. Et donc si je me mets dans un mindset où j'ai confiance, où je sais que si j'agis différemment, je peux impacter les choses, je peux aussi être entrepreneuse de ma propre vie et pas subir tout un flot d'événements, ça vous fera agir différemment. Donc c'est la première chose, et c'est beaucoup plus motivant, et ça me motive aussi à se lancer des nouveaux défis. Comment je fais pour agir là-dessus? 3 éléments, 4 éléments. Comment booster sa confiance? Il y en a 4 qui agissent plus ou moins bien. C'est vraiment l'idée de voir comme si vous aviez un peu vous voyez, un réservoir de confiance en soi. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui va me permettre de faire monter au fur et à mesure un peu le réservoir de confiance. Il n'y a pas de potion magique, sinon je ne serais pas là, il n'y aurait pas 12 000 bouquins sur le sujet. Mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour arriver à remonter sa confiance et à faire ce que je disais avant, essayer d'agir différemment pour avoir un impact différent. Ce qui est le plus impactant au booster dans la confiance, c'est l'expérience. Le fait de vivre une expérience où je réussis, c'est ce qui va impacter le plus ma dose de, du coup, comme je le vis, en fait, je fais quelque chose où je réussis, ça change ma croyance de me dire, oui, c'est possible puisque je viens de le faire. Donc, comme j'ai la preuve, ça booste la croyance. Donc, c'est l'action qui performe le mieux en boost de confiance. Comment on fait pour agir quand on est dans ces systèmes un peu d'avoir peur? La théorie qui est intéressante à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. C'est de commencer par agir petit plutôt que de ne pas agir du tout. C'est de commencer par agir petit et du coup d'arriver à rentrer dans cette boucle de réussite. En fait, je me mets des objectifs atteignables, comme ça c'est plus facile. Mais du coup, je fais ça, j'y arrive. Comme j'y arrive, j'ai ma petite voix qui est motivée et qui est contente. Ça me remotive pour réessayer autre chose. Et on essaie de rester un peu dans une boucle de performance accessible, on va dire, pour travailler ce niveau de confiance. En fait, on se fait des petits pas. Et une fois qu'on a un peu redoré ça, là, on arrive à se challenger sur l'étape d'après. Un peu comme les gens qui préparent des marathons ou des longs cours, ils ne vont pas attaquer un 42 direct, ils vont attaquer petit. Et puis au fur et à mesure, on remonte. C'est un peu la même idée pour booster sa confiance. Il faut commencer par réussir. Et commencer par réussir, c'est de mettre des objectifs qu'on peut arriver à faire et après on booste. Et l'expérience, le vivre, ça a un impact vos pensées. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose qui peut impacter votre pensée, vos croyances sur vous-même et le fait que vous en êtes capable, c'est le souvenir de la performance. Il y a quelque chose que vous devez faire là où vous dites « Ah non, je ne vais pas y arriver, imposteur et autres », d'essayer de vous rappeler que finalement vous l'avez déjà fait une fois, peut-être dans un autre contexte ou peut-être un peu autrement, mais ça a déjà eu lieu, de vous remettre là-dedans. Ça vient aussi changer vos pensées et vous dire « Ah mais si, je suis capable puisque je l'avais déjà fait et je m'en souviens ». Et je me remets dans ce souvenir et ça me reprocure cette motivation et cette croyance de dire « C'est possible, je l'ai déjà fait dans ce contexte ». Donc parfois c'est un contexte perso, donc je peux arriver à le refaire dans le contexte pro. Donc me souvenir d'une performance, ça aide aussi à changer sa croyance et ses convictions et donc à agir avec plus d'impact. Troisième élément, c'est l'observation des autres. C'est ce qu'on appelle c'est l'apprentissage par vicariance, par observation d'autrui. Et donc c'est cette idée un peu de vous entourer de personnes qui réussissent, enfin en tout cas qui arrivent là où vous avez envie d'y arriver. Là c'est important par exemple dans les parcours de reconversion, vous êtes en train potentiellement de switcher de métier, vous êtes dans des périodes où il y a énormément de doutes sur les capacités à y arriver ou pas, il y a des grands sauts dans le vide et souvent parfois le système dans lequel vous étiez actuellement jusqu'alors va venir réagir de manière pas toujours positive parce que les gens ont peur et vous renvoient leur propre peur. Et donc vont peut-être renvoyer du « Ah t'es sûr, tu crois que tu vas y arriver, ah mon Dieu, c'est plus un CDI », enfin toutes ces choses-là, ça n'est pas aidant pour arriver vous à vous dépasser. Et ça impacte nos pensées en fait. Si on est entouré que de gens
qui viennent mettre du doute, qui viennent vous dire « Ah, je crois que c'est pas la bonne idée », ça impacte votre morale et vous n'agirez pas de la même manière. Donc quand on switch aussi un peu de vie, c'est intéressant d'aller se réentourer de gens qui sont dans le même perspective que vous, donc je suis sûre qu'il y a plein de copines à vous faire là, pour se soutenir aussi et de se dire si on va y arriver ensemble et on y croit et ça va changer, ça va vous soutenir dans cette idée-là. Donc observez aussi vos entourages, et ça peut être des moments où on switch un peu d'entourage, ou en tout cas on fait en sorte de s'entourer de gens qui vont booster votre confiance, et appuyez-vous sur les gens qui croient en vous à fond, ça va vous aider. Et aussi, là où vous pouvez justement être dans cette posture d'agentivité et de reprendre le contrôle, c'est vous êtes complètement dans le contrôle de ce qui rentre dans votre tête, les images qui rentrent et les audios qui rentrent. Et je dis ça par rapport au podcast, à Instagram, aux réseaux sociaux, à la télé, bref, tout ce que vous consommez d'auditif et visuel, ça a un impact sur vos pensées. Et là, vous avez le choix aussi de vous dire je vais écouter des podcasts, suivre des gens sur les réseaux, regarder des séries ou peu importe, des documentaires qui viennent booster ma confiance, qui viennent m'emmener dans cette personne que j'aurais envie d'être, qui viennent nourrir mon intellect, etc. Plutôt que de continuer à regarder des gens ou à écouter des choses qui vous font sentir un peu nul, qui vous font sentir de la culpabilité, etc., etc. Et ça, c'est important aussi dans des moments de doute, de mettre dans ses oreilles et dans ses yeux et donc dans son cerveau des choses qui boostent, en fait, qui vous emmènent. Et là-dessus, on a le pouvoir. Et ça peut être aussi des moments de se dire, je coupe, en fait. Si vous regardez des gens qui vous font sentir mal après avoir regardé leur story ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas les personnes à regarder, en fait. Et ça, on peut commencer à le changer et commencer à suivre des gens qui ont entrepris, qui réussissent, qui font ce que vous voudrez faire. Ça va vous booster aussi. Très corrélé, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le discours interne, c'est la façon dont on se parle. Et alors ça, au féminin, c'est très, je le vois à chaque fois, on est hyper dur avec soi. On est très dur avec soi parce qu'on se juge en permanence. Et du coup, on se parle mal et on s'auto-mutile en permanence, enfin très souvent. Mais cette petite voix, elle est quand même très présente et elle impacte aussi toujours pareil notre façon de voir les choses et donc d'agir. Donc il y a cette fameuse... je sais pas ce que j'allais dire, théorie, c'est pas une théorie, mais cette idée de se dire j'ai vachement de compassion pour moi et je me parle comme si je me parlais à ma meilleure amie, en fait. En tout cas, comme si j'étais ma propre meilleure amie ou comme si je parlais à une amie. Et si vous faites l'exercice parfois quand vous êtes parti dans un flot de choses très pas sympas avec vous-même, de vous dire mais est-ce que j'aurais vraiment dit ça à une amie? Si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai un peu peur, je suis pas sûre que je vais y arriver, je vais perdre mes moyens pour faire je sais pas quoi, je pense pas que votre ami va vous dire c'est sûr, t'es vraiment nul, laisse tomber, arrête ton truc. Ce que nous on se dirait à nous-mêmes, alors qu'une amie va vous dire mais non, t'as les capacités, etc., etc. Et c'est important aussi d'observer la manière dont on se parle et d'arriver à se parler différemment. Ça joue aussi sur notre manière d'agir. Donc voilà un peu les 4 éléments. C'est d'abord faire l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus probant pour monter la sauce, pour monter la jauge, s'en souvenir, s'entourer de gens qui sont vraiment boosters et changer la manière dont vous vous parlez à vous-même. J'avais mis des exos, mais je crois que j'aurai pas le temps. Donc je vais d'abord dérouler, on verra. Après, je vous parlais de l'échec. Cette idée de se dire que quand on est un peu dans le syndrome de l'imposteur, on intériorise tous ces échecs. Et donc tout ce qui se passe mal, on le prend que pour nous. Et du coup, ça rentre aussi dans des boucles qui ne sont pas très sympas, soi avec soi. C'est assez français en plus de base. C'est-à-dire que le rapport à l'échec en France n'est pas très positif. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout le même mindset. Il faut essayer de se mettre dans un mindset un peu d'américaine et de se dire que finalement, l'échec, l'échec, c'est pas un résultat, c'est une étape. C'est important, c'est toujours des trucs qu'on entend, mais c'est d'arriver à se le redire c'est un passage presque obligatoire pour aller à la réussite. En fait, c'est cette idée on essaye des choses, ça marche pas, et puis on rebondit et on avance après. Et c'est pas une fin en soi. Décorrélez aussi l'échec de votre personne. Vous n'êtes pas un échec. Il s'est passé quelque chose qui n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que je suis échec. C'est juste qu'il y a eu une action qui n'a pas réussi, et puis basta, et on apprend de ça. Et ce qui est important en fait dans ces différentes étapes, quand on vit des choses qui ne se passent pas comme prévu, en fait, c'est de développer ce qu'on appelle un mindset de résilience. La résilience, c'est vraiment cette capacité qu'on a toutes et tous, mais qui se développe, qui s'entraîne, à transformer les difficultés en opportunités. Et c'est la même chose, c'est très lié à avoir un état d'esprit optimiste. C'est se dire, là, il m'arrive un truc, soit il m'arrive une crasse, soit j'avais lancé quelque chose puis ça ne marche pas, en fait. Qu'est-ce que j'apprends de ça, en fait? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui vient de se passer?
Qu'est-ce que j'apprends sur moi déjà, qu'est-ce que ça me dit de moi, de mes capacités à faire et à pas faire, où est-ce que je suis à ma place, où est-ce que je performe mieux, pas mieux, et qu'est-ce que j'apprends de la situation finalement, de ce qui m'arrive. Alors moi je crois que rien n'arrive par hasard, mais du coup s'il y arrive quelque chose, en fait qu'est-ce que je peux en apprendre, et du coup à partir de ça, comment je transforme en fait, comment j'avance autrement, parce qu'il s'est passé quelque chose et j'en ai tiré une leçon. C'est ça qui permet d'être résilient, et c'est ça qui permet de bifurquer et de rebondir et d'avancer autrement. Soit on se met en posture de de toute façon c'est de ma faute, je suis qu'une merde, et on n'en apprend rien, et potentiellement on risque de rejouer la même chose encore et encore si on ne tire pas vraiment de leçon de ce qui vient de se passer, ou on n'agira plus parce qu'on pensera qu'on n'est pas capable de réussir. Donc il y a vraiment une vision différente à avoir de l'échec, et faire cet exo qui est hyper intéressant de qu'est-ce que j'apprends de ce qui vient d'arriver en fait, et comment du coup je le twist. En fait j'ai pas l'heure du tout, je me rends pas compte de l'heure. C'est lié à développer un mindset optimiste. C'est un peu pareil, mais les optimistes, c'est ceux qui arrivent à composer les difficultés. Ah merci. Qui composent avec les difficultés et qui s'adaptent mieux aux transitions de la vie. Et c'est cette idée de voir la vie en rose, mais c'est vraiment un état d'esprit qui s'entraîne, qui se travaille et qui peut se développer avec aussi des mantras positifs, etc. Et les pessimistes, c'est plutôt ceux qui voient de toute façon la vie en noir, tout est négatif, et c'est en général en plus toujours de la faute des autres. Mais ça, c'est pour vous dire que ça s'entraîne, en fait, ça se travaille, de développer. Il y en a qui naissent avec un... On ne naît pas avec la même capacité de base, pas de bol. Par contre, ça s'entraîne comme un muscle et ça peut se développer. Et donc, faites attention à ce que vous mettez dans vos oreilles. Et dernier élément qui est important aussi dans cette idée que je vous disais au départ, de quand on est là-dedans, on est souvent en mode j'ai de la chance, quand on y arrive, c'est toujours grâce aux autres, c'est jamais grâce à soi. Et justement, il faut arriver à développer cette idée de je vais célébrer mes réussites, je célèbre ce que j'arrive à faire, aussi petit soit-il, je ne sais pas. Je vous ai mis différentes choses qu'on peut faire dans ces cas-là pour reconnaître ses réussites. Il y a tenir un journal de réussite, simple, basique. Mais le journaling, l'écriture, en fait, déjà d'écrire, ça fait beaucoup de bien, parce qu'en relisant ce qu'on écrit, on l'intègre. Et donc de tenir un journal de ce qu'on arrive à faire, finalement, quand on les relit après, on se dit ah ouais, quand même, finalement, il y a des choses en fait. Quand on relit 2, 3, 4 mois après. Célébrer les victoires, même toutes petites. Alors, vous avec vous-même ou avec une copine, aller au resto. Le fêter en fait symboliquement, de se dire yes, I did it, et de le marquer. De partager aussi, dans le sens de faire savoir, j'ai réussi ça, je le dis à des gens, parce que aussi ça permet aux autres de savoir, tiens, elle avance, elle fait des choses, et vous en parlez, et au fond de vous, ça génère des émotions positives en fait. Se fixer des objectifs atteignables, c'est très lié avec la théorie des petits pas, mais fixez-vous des objectifs de temps en temps un peu plus faciles, mais du coup ça va venir nourrir le journal des réussites, et c'est très booster en fait physiologiquement. Demander des retours, c'est les fameux feedbacks positifs, mais en tout cas demander des retours positifs ou constructifs, que les gens autour de vous fassent des retours, ça va vous aider aussi à apprendre sur vous-même et à nourrir peut-être un cahier de réussite ou de kiff. Et surtout se comparer à soi-même. Parce que vraiment il y a cette idée de garder bien en tête que la comparaison c'est du poison. Et quand on se compare à des gens, surtout dans des parcours de reconversion où c'est très, on se cherche un peu, on va aller regarder toutes les autres et ça fait beaucoup de mal. Ça peut être, en tout cas, c'est pas du tout porteur. Et donc on se compare à soi, et pour se comparer à soi, on se met des objectifs, on les suit, on les pilote, et quand on regarde le mois d'avant, le mois d'avant et le mois d'avant, là on se dit ah ouais, là on voit ce qu'on a progressé, et ce qui est intéressant c'est juste ça, c'est de voir vous, votre niveau de progression à votre niveau, et pas de voir comment les autres ou pas avancent. Voilà, j'avais des questions mais on n'a pas de questions. Il reste 3 minutes, donc je finis. J'ai fini, et je vous laisse des questions si vous avez des questions. Merci à vous, et je vais vous envoyer une balle. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Ah oui. Ah oui, attends. Ça peut tomber par terre, je crois, c'est pas grave. C'est sympa comme outil. Du coup, merci pour la présentation. Et en fait, je voulais rebondir sur toute la partie pensée positive et la célébration des réussites. J'avais fait un petit truc pour vraiment travailler ce fameux muscle de l'optimisme, et je pensais vraiment au journal en fait des réussites. Pour moi, ce que je faisais, c'était chaque jour, je me posais sur ma table à la fin de la journée et je notais une phrase ou une action que j'avais faite durant la journée qui était positive. Par exemple,
Pour certaines personnes, ça peut être j'ai réussi à me lever de mon lit ce matin et je suis sortie sur mon balcon. Ça peut être vraiment des toutes petites choses qui vont permettre en fait de continuer à nourrir ce côté positif et à se valoriser. Et c'est quelque chose qui a été génial pour moi en tout cas. Merci, ouais, pas mieux. Quelqu'un veut le carré? Parfait. Voilà. Je vous invite en tout cas à essayer de faire ces exercices-là. Du coup, c'était ce que j'avais mis sur la slide, mais d'arriver à faire l'exercice de commencer à prendre des notes sur tout ce qui vous arrive de positif. Et ce côté I did it, ça nourrit aussi votre mental de vous rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire en fait. Là, si vous faites juste l'exo, de scanner la semaine qui vient de se passer et de voir tout ce que vous avez fait dans une semaine, vous allez voir que vous avez réussi. Il s'est passé des choses, vous avez fait des choses en fait. Et ça va nourrir aussi votre croyance en vous-même, tout simplement. Voilà, merci à toutes. Et, oui, allez, attends, je te lance le truc. Je voulais juste te partager une petite expérience. J'ai passé un examen pour mes études en reconversion professionnelle au mois de juin, et en fait ça tombait à la période des Jeux Olympiques. Et alors j'avais très peu de temps pour suivre les Jeux Olympiques, mais par contre j'ai très souvent capté les interviews des sportifs de haut niveau, et ce qui revenait souvent c'était de mentaliser et de visualiser leur réussite. Et vraiment, moi, je l'ai fait, j'avais une frousse, je ne pensais pas me présenter aux examens tellement j'étais à la ramasse, et j'avais une frousse terrible, et en fait, j'ai fait cet examen, je me suis dit, mais je me voyais aux oraux réussir devant le jury, etc. Je l'ai vraiment fait tous les soirs avant de m'endormir, et mes examens se sont passés à merveille, et j'ai réussi. Ouais. Voilà. Oui, carrément. C'était inspirant. Visualisation et discours interne, ouais. Merci, je crois que mon temps est écoulé. Oui, voilà. Bon salon. Bye bye.